Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 25 mai, c'est une émission spéciale que nous vous proposons. Spéciale d'abord parce qu'elle sera plus courte que d'habitude. Spéciale aussi parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas d'interactivité entre nous pour des raisons techniques. Mais rassurez-vous, dès demain, mardi, notre formule habituelle, votre formule habituelle, reviendra et ça sera tant mieux. Alors, on va en profiter justement pour prendre un peu de temps pour revenir sur 55 jours d'informations confinées chez Paris-Normandie avec Thierry Rabillet, le rédacteur en chef, et puis nous allons retrouver également le docteur Burel. Bonjour Thierry Rabillet. Bonjour Sylvain Richon. Voilà, écoutez, je suis ravi d'être là, seul à seul dans ce studio avec le rédacteur en chef. On va prendre un peu le temps. C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. On va prendre le temps, même si l'émission est plus courte, le temps de rentrer dans les coulisses de la rédaction. On a eu d'ailleurs, depuis tous ces jours d'émissions spéciales, souvent des questions de celles et ceux qui nous suivent sur la façon dont on travaille chez Paris-Normandie. Justement, on va vous raconter ça. Mais juste avant, revenir sur la une du jour, comme on le fait régulièrement. Vous titrez, Thierry Rabillet, un avenir très incertain. Mais de quoi parlez-vous ? On parle de la culture, des festivals, des salles de spectacle. Il y en a beaucoup en Normandie, il y en a beaucoup dans la région, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Donc on s'est intéressé effectivement aujourd'hui sur ces acteurs culturels qui ont été un petit peu les délaissés aussi de la crise sanitaire et économique. Il y a eu des plans pour certains secteurs industriels, l'automobile demain, l'aéronautique, on a eu des plans sur les entreprises industrielles pour maintenir l'outil de production. Mais jusqu'à ces derniers jours, il y a eu peu de choses en fait sur le monde de la culture. On a vu que le ministre de la Culture, Franck Riester, a été interpellé, notamment par des acteurs. On a eu Philippe Torreton dans nos colonnes qui est intervenu à ce sujet-là en disant qu'il faut aussi un plan de soutien massif à la culture. Et surtout, ce que demandent les acteurs culturels, c'est la réouverture des théâtres et des salles de spectacle dès septembre afin de pouvoir retrouver une activité et quelque part aussi une vie économique et de la trésorerie dans leur structure. On sait que dans les avions, on pourra garnir, les compagnies aériennes pourront garnir tous les sièges. Il n'en sera certainement pas de même dans les salles de spectacle. Non, et les salles de spectacle, tous les acteurs nous disent qu'ils sont capables aussi de mettre un fauteuil sur deux. Mais le plus important pour eux, c'est de redonner envie aux Français de prendre le chemin des salles de spectacle, de revenir voir des spectacles vivants, car tous ils sont d'accord pour dire voilà, un match de football sans spectateurs, ça n'a pas de sens. Une pièce de théâtre, une pièce de danse sans spectateurs, ça n'a pas de sens non plus. Le spectacle vivant ne peut pas s'exonérer de la présence du public. Avec toute l'équipe de journalistes, vous qui avez la vision, le poste d'observation, que je qualifierais presque d'idéal sur tout ce qui se passe en Normandie, d'après vous, quel est le secteur économique qui aujourd'hui souffre le plus ? Aujourd'hui, le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie et restauration, il souffre énormément parce qu'ils attendent le feu vert pour pouvoir reprendre leur activité et réaccueillir du public et pouvoir réembaucher. Donc on voit que ce secteur-là, il est en grande souffrance. On est aussi très inquiet en Normandie, bien sûr, et aussi sur la région Île-de-France, sur l'automobile, puisqu'il y a des annonces qui ont fuité la semaine dernière dans la presse spécialisée concernant les projets de Renault de fermer 4 usines en France, dont l'usine de Alpine à Dieppe. Il y a quasiment 400 employés. Il faut se souvenir que cette usine, avant la relance de la fameuse Alpine, que vous connaissez bien, de Jean Rédélé, il n'y avait plus que 200 salariés sur le site diepois. Aujourd'hui, quasiment l'usine emploie 400 personnes. Donc, c'est 406 familles sur une agglomération diepoise qui est fortement impactée par le chômage. Donc, toutes ces annonces sont très attendues demain. Il y a un plan massif pour l'automobile qui sera dévoilé, détaillé. Donc, on est inquiet, effectivement, en Normandie, sur le secteur d'automobile, puisqu'il y a aussi Cléon, il y a Sandouville. Donc Renault a 2 gros sites aussi en Normandie. Donc quand on veut faire Meuflin et ses 2600 salariés, quid à demain ou après-demain de Sandouville et de Cléon ? On pouvait dire jusqu'à présent, avec bonheur, que la Normandie était une terre de construction automobile et une terre de construction aéronautique et spatiale. Et manque de chance, voilà 2 secteurs qui souffrent énormément. Exactement, ils sont impactés par cette crise qui est mondiale, il faut le rappeler. Ce n'est pas endogène à la Normandie. On est sur une économie mondiale qui est complètement bouleversée. Et quand on est une région encore qui est très industrielle, qui dépend de la mondialisation, des échanges économiques, et bien sûr, forcément, ça impacte directement les entreprises locales. Avant de retrouver le docteur Burel avec lequel on va faire un petit point sur sa participation à l'émission Lignes ouvertes, mais aussi sur les sujets du jour qui se posent, et vous allez voir, il y a 2 sujets importants. Quelques questions, je le disais Thierry, pour rentrer dans les coulisses, la façon dont on travaille dans une rédaction. Comment vous réagissez les tout premiers jours avec toute l'équipe de journalistes quand vous voyez arriver les premiers signes de ce qu'on va appeler cette crise sanitaire majeure professionnellement? Quelle est votre réaction ? On a vécu déjà le dimanche 15 mars avec ce premier tour des élections qui
des municipales qui est maintenue, coûte que coûte, par le gouvernement. Donc les semaines précédentes, on a déjà cette maladie qui nous pend au nez. On a des nouvelles de Chine, on a des nouvelles de l'Italie. On regarde ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et on redoute que cette vague va arriver aussi en France, va franchir les frontières. On n'est plus dans la politique de l'autruche avec le nuage de Tchernobyl qui s'arrêterait en Alsace, aux frontières de la forêt noire et qui ne toucherait pas la France. On sait que cette vague va arriver, le corps médical le dit. Donc dès le dimanche 15 mars, on vit quasiment ce premier tour. Habituellement, c'est euphorique dans une rédaction, un premier tour des municipales, parce que c'est notre cœur de métier, c'est l'information de proximité. Et globalement, on attend de savoir qui seront les nouveaux maires dans nos communes, parce qu'on en a quasiment 1300 en Normandie, en Seine-Maritime et dans l'Eure. Et finalement, ce jour-là, c'était très calme. Il y avait une forme aussi d'inquiétude. Et on parle aussi du coronavirus dans nos colonnes dès le lundi 16 mars. Et on attend les annonces. Et les annonces tombent le 16 avec le confinement de la population, le choix d'une résidence principale pendant cette période qui, jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de deadline concernant la fin du confinement. Donc on vit déjà avec cette période-là très délicate. Et dès le lundi 16, on se dit, habituellement, on analyse le scrutin, on revient, on fait des interviews des nouveaux maires, les perdants, les gagnants. Et globalement, tout de suite, on plonge dans cette crise sanitaire. Parce qu'on se rend compte très très vite, dès le lundi 16, qu'on va vivre quelque chose d'exceptionnel. Et là, vous vous dites, on fait le choix de s'engager vers ce qu'on appelle un numéro spécial chaque jour. Comment ça se passe ? Oui, globalement, les conséquences des annonces gouvernementales, c'est l'arrêt de l'activité, justement, on en parlait tout à l'heure, hein, des cafés, des bars, des restaurants, les commerces ferment, la culture s'arrête. Le sport s'arrête et même la vie politique est mise entre parenthèses. Il n'y aura pas de second tour une semaine plus tard. Donc globalement, quand on est en réunion de rédaction le lundi matin avec les différents chefs d'agence qui ont fait aussi le tour de la question avec leurs journalistes dans les agences locales, on se dit mais qu'est-ce qu'il va nous rester à traiter ? De quoi on va pouvoir parler dans les prochains jours ? Autre que ce virus dont on ne connaît pas grand-chose qui déferle partout en Europe et qui arrive en France. Donc on se dit il va falloir faire une édition spéciale. Comme on a pu faire cette édition spéciale, ligne ouverte, avec vous, avec les journalistes qui se sont engagés très vite, avec Anthony Quindroit, Thomas Dumois, Dorothée Brimont, il y a eu des journalistes qui sont venus, Céline Bruet, Léonore Sinoquet, notre régisseur studio Adrien, Martin Torrent. Donc tout de suite, il y a eu des gens qui se sont dit il va falloir qu'on parle différemment de l'information et surtout, il va falloir qu'on ait beaucoup plus d'interactivité avec notre lecteur. Alors, vous faites le choix d'une façon de traiter l'info, d'en parler, de ne pas en parler, de hiérarchiser d'une façon ou d'une autre. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un choix de ligne éditoriale, finalement ? Il y a une éditoriale très forte qui est faite puisqu'on choisit de faire tous les jours 20 pages spéciales sur l'impact de ce virus sur la Normandie et sur la vie des Normands. Donc on décide de chambouler complètement le chemin de fer, c'est-à-dire le déroulé habituel du journal, où on parle habituellement de la vie locale et ensuite on parle de ce qui se passe en Normandie et ensuite en France et dans le monde. Et là, on décide de consacrer 20 pages avec des thématiques très spécifiques dès le début. Tout de suite, on rubrique. On se dit qu'il y a un impact sur la santé, bien sûr. C'est quasiment au départ, ça a été le premier point important. Ce que deviennent les soignants ? Comment s'organisent nos hôpitaux, notre système de santé, les médecins généralistes, comment aussi réagissent les chefs d'entreprise. Donc un gros zoom sur la vie économique. Ensuite, on a fait des zooms sur la vie culturelle. On a aussi inventé des rubriques comme on est allé chercher, par exemple, les Normands qui habitent à l'étranger, pour les faire témoigner sur la façon dont les pays étrangers ont géré aussi cette crise sanitaire. On a donné aussi la parole à nos journalistes qui ont vécu pour la première fois une période de télétravail, qui ont été confinés, avec certains qui souhaitaient aller sur le terrain, d'autres qui souhaitaient rester chez eux pour se protéger du virus. Donc on a eu des comportements individuels totalement différents. Donc ce journal, il a été chamboulé, il a été rubriqué. On a donné des rendez-vous très précis tous les jours depuis le 17 mars à nos lecteurs afin qu'ils vivent mieux la crise, qu'ils comprennent. On a essayé de leur donner des clés pour comprendre la crise. On leur a donné aussi des choses très pratiques, comme les attestations de sortie, qui ont été publiées tous les jours, 4 exemplaires. On a pensé à ces lecteurs qui n'ont pas forcément d'imprimante chez eux, qui n'ont pas la possibilité de télécharger sur un smartphone. En plus, c'est venu beaucoup plus tard, la possibilité de télécharger l'attestation sur le smartphone. Donc, on a donné aussi des choses très pratiques aux gens, à nos lecteurs, afin qu'ils puissent mieux vivre pendant cette période. Alors, je le redis aujourd'hui, en ce lundi 25 mai, c'est une émission spéciale parce que nous n'avons pas techniquement aujourd'hui la possibilité d'avoir de l'interactivité avec vous, comme on l'a d'habitude. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça reviendra dès demain mardi. On fait un point maintenant avec le docteur Burel qui est venu nous voir ce matin. On l'a enregistré ce matin vers 8h parce qu'il était pris toute la journée. Restez avec nous parce qu'il nous parle de thèmes importants. Il y a le Ségur de la santé qui débute aujourd'hui. Il y a cette fameuse étude mondiale qui nous dit que l'hydroxychloroquine, finalement, ça serait peut-être pas le remède miracle. Également cette deuxième vague qui, semble-t-il, s'écarte de plus en plus. Regardez, c'est avec le docteur Burel et puis juste après, on termine avec Thierry Rabillet.
Docteur Burelle, bonjour et merci de participer à cette émission spéciale qui n'est pas en direct, comme vous l'avez vu, et qui nous permet de nous poser, faire un petit point et revenir sur 2-3 éléments de participation pour vous à cette émission, et puis 2-3 questions importantes qui concernent notre santé avec des infos qui paraissent et qui sont importantes aujourd'hui. Première question, un peu comme avec Thierry Rabillet, on rentre dans les coulisses. Qu'est-ce que ça fait pour un professionnel de santé comme vous, qui n'est pas un habitué des plateaux, d'avoir collaboré jusqu'à présent comme consultant à Lignes Ouvertes? Quelle expérience? Bonjour Sylvain, j'ai été content, c'est assez interactif, c'est chaleureux votre accueil, et puis surtout les auditeurs posent des questions et c'est agréable de répondre. Alors j'espère avoir répondu un peu à leurs questions, mais en tout cas j'ai eu plaisir à participer à ces différents échanges. Oui. Je crois que ce qui a été apprécié, vous l'avez vu plusieurs fois, c'est que dans votre ton, dans votre parole, dans vos mots, c'est cette façon que vous avez de nous expliquer les choses sans jamais dramatiser, et c'est plutôt rassurant finalement. On n'aime pas qu'un médecin dramatise. Non, et je crois réellement qu'on a été très très dramatique dans certains tons dans cette crise, et d'autres pays ont fait autrement et ils n'ont pas des résultats pires que les nôtres. Question aussi qui concerne les coulisses de vos participations. Comment est-ce que vous vous préparez avant ces passages à l'antenne? On vous a bien vu sur 45 émissions jusqu'à présent, on vous a bien vu une trentaine de fois ou 35 fois? Tout simplement, je ne me prépare pas spécifiquement. Je lis tous les jours la presse, je participe hebdomadairement aux réunions sur le sujet avec l'ARS. Je m'intéresse parce que je suis un professionnel et puis j'ai quelques responsabilités professionnelles, mais je ne fais pas de préparation particulière. Est-ce que vous, par rapport aux internautes qui nous suivent, est-ce que, conscient de la responsabilité médicale que vous portez, est-ce que vous choisissez finement vos mots ou est-ce que finalement vous vous laissez aller à l'improvisation? Ah non, je crois que je réfléchis parce que si je me laissais aller parfois, j'aurais été un peu plus critique sur certains comportements. Et alors, justement, vous êtes toute une confrérie, vous, les médecins, les professionnels de santé, il y a l'ordre des médecins aussi qui chapeaute tout cela. Oui. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez que vos interventions médiatiques peuvent être scrutées du coin de l'œil par vos collègues et par l'ordre? Je ne sais pas, non, je ne pense pas à ça. L'ordre des médecins, je ne crois pas que dans cette crise, en tout cas son président national a été particulièrement pertinent dans certaines de ses actions, donc je peux le critiquer facilement. Oui. Alors, on en vient à l'actualité d'aujourd'hui, de ce lundi. Ça fait maintenant un petit moment déjà qu'on est déconfiné. Comment médicalement, c'est ça qui m'intéresse à travers votre regard, comment médicalement vous voyez, même d'ailleurs vous jugez, pourquoi pas, ce déconfinement? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Bon, il y a toujours, on va nous montrer les quelques cas qui se passent mal, mais globalement, ça se passe bien. La situation est favorable, il fait très beau, les gens peuvent être dehors sur des espaces où il y a suffisamment de place pour être pas les uns contre les autres. Donc les entreprises reprennent doucement, les écoles, là, je reprends le président de l'ordre, s'était élevé contre l'ouverture des écoles, ça se passe pas si mal. Beaucoup étaient très frileux, quoi. Je crois que un responsable, qui soit médecin, qui soit politique, qui soit dirigeant, il doit savoir prendre des risques. Il ne doit pas tout le temps ouvrir le parapluie. Bien sûr, ces risques doivent être extrêmement mesurés, mais dans toute décision, il y a les avantages, les inconvénients. On ne doit pas se replier derrière un petit inconvénient pour se protéger soi-même. On doit toujours calculer l'intérêt général et c'est ça aussi, être quelqu'un qui prend des décisions. On entend dire ici ou là que si nous n'avions pas aussi fortement confiné en France, on serait peut-être parvenu au même résultat. Vous êtes d'accord avec ça? C'est peut-être un petit peu exagéré parce qu'on avait le problème de la carence des masques qui était énorme, y compris dans les hôpitaux, y compris pour les services médicaux, dans les EHPAD, tout ça. Donc c'est un peu ça le vrai problème. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays où ils étaient sans doute nettement plus prêts à affronter une crise et où ils n'ont pas du tout confiné, ils n'ont pas des résultats pires que les nôtres, bien entendu. 163 morts en Grèce, on explique ça comment? Eh bien ça... Alors, j'aime bien la Grèce, ils fument tous, est-ce que c'est la raison? On en a parlé. Oui, mais j'ai émis cette hypothèse. Donc, je pense qu'ils vivent plus dehors, ils ont moins de... Le pire, on l'a déjà dit, c'est les atmosphères fermées, confinées, où il y avait du Covid. Que ce soit dans les milieux médicaux, que ce soit dans des structures d'accueil. Certaines classes, on l'a vu à Crépy en Valois, c'est les atmosphères confinées le pire. Donc d'où d'ailleurs ce que je vous ai tout de suite, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes, on va dehors, il n'y a pas trop de risques.
Cette toute nouvelle étude, parlons-en, qui vient de sortir, une étude mondiale, 600 hôpitaux de par le monde qui ont été connectés, 100 000 patients qui ont été auscultés, scrutés. Je parle bien sûr de l'hydroxychloroquine. Et cette étude nous dit, finalement, les résultats ne sont pas probants. Et en plus, il y aurait 35% de risques engagés cardiovasculaires en plus. Votre avis là-dessus? L'hydroxychloroquine, ça a été le grand sujet parce qu'on veut toujours un traitement. Voilà. J'ai 40 ans d'exercice de la médecine, il n'y a pas de traitement contre les virus. Ça n'existe pas. Ça pas. Alors, il y a toujours des labos qui savent faire de la pub en essayant de vendre des choses. Ça n'existe pas. Alors, l'hydroxychloroquine, dans des éprouvettes, empêche la réplication du virus, et de tous les virus d'ailleurs, mais il n'était pas démontré de façon scientifique, y compris à Montpellier, sur des séries suffisamment contradictoires que c'était efficace. Deuxièmement, on l'avait déjà évoqué ensemble. Moi, je vous avais dit, avant d'en prescrire, il faudrait au moins faire un électrocardiogramme avant la prescription et au bout de 2 jours. Donc tout ce que cette étude montre là, et qui est d'étude... Elle est sérieuse, cette étude? Très, très sérieuse, parce que c'est paru dans Science, et c'est justement, à la différence des autres études, c'est pas une équipe qui l'a créée, c'est... des épidémiologistes très très sérieux qui ont étudié les études et qui en ont fait une synthèse contradictoire. La deuxième vague, de plus en plus de professionnels de santé réputés, crédibles, semblent tomber d'accord sur le fait que finalement elle ne viendrait pas. À nouveau, votre avis sur ce point? Là encore, j'étais d'accord avec le professeur Raoult pour dire qu'avec le printemps et l'été, avec les UV, avec l'ouverture des fenêtres, avec les espaces dehors, avec la durée du jour, avec la chaleur, pendant l'été, à part quelques clusters, si on se comportait mal dans des atmosphères fermées, il n'y aurait pas de vague. Maintenant, j'espère que ces savants ont raison. Est-ce qu'il y aura un rebond à l'automne où on reprendra nos vieilles habitudes dans des atmosphères fermées? Je ne le sais pas. Donc sur ce point, une bonne note pour le professeur Didier Raoult. En revanche, sur l'hydroxychloroquine, une moins bonne note? Voilà, oui, je pense que c'est un bon épidémiologiste. Par contre, il a voulu, mais il l'a dit très très. Je me rappelle que je l'avais entendu sur une radio au début de l'année quand il parlait de la Chine en disant mais l'hydroxychloroquine, ça marche en éprouvette. Oui, ça marche en éprouvette, mais c'est pas. Il y a beaucoup de choses qui marchent en éprouvette, mais le bipède n'est pas une éprouvette. Non, oui, les paramètres sont bien plus nombreux, évidemment. Dernière question, docteur Burelle, cet après-midi, en ce lundi, début de semaine, commence ce qu'on a baptisé le Ségur de la santé, avec 300 professionnels de santé qui sont réunis par visioconférence. Bien sûr, il s'agit d'un plan hôpital. C'est important, c'était indispensable, ça va marcher? Alors, écoutez, vous savez, les grands messes, comme les Grenelles qu'il y a eu après 68, tout ça, c'est toujours intéressant. Mais à 2 conditions. C'est qu'on prenne tous les acteurs et que les acteurs osent se dire les choses en face. Deuxièmement, à une deuxième condition, c'est que ça ne soit pas toujours les mêmes qui drivent le système. Parce que ça soit les hauts fonctionnaires ou que ça soit les hauts patrons des CHU, on a vu que ce n'était pas toujours très probant dans leurs actions. Donc si on donne aux acteurs de terrain, avec une synthèse entre la médecine de ville, on a vu que les généralistes avaient été particulièrement performants, sans protection, qu'ils avaient fait face au Covid. Et donc, si on fait quelque chose de global, c'est-à-dire une articulation entre les hôpitaux, qu'ils soient CHU ou hôpitaux périphériques, et qu'ils soient cliniques privées ou hôpitaux publics, et si on fait une articulation entre la médecine de premier recours, la médecine de ville et les urgences, et qu'on réorganise tous ces problèmes, parce que là, par exemple, les urgences, il y a trop de monde aux urgences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'accès en ville. Donc c'est tout ça qu'il faut réarticuler et ça peut être très intéressant, oui, ça peut être très intéressant, mais méfions-nous que ce ne soit pas les technos et les grands professeurs qui ont toujours la main, qui reprennent la main sur ce Grenelle. On entend bien la critique là, que vous prononcez, ça vise notamment par exemple les CHU, les centres hospitaliers universitaires, dont on entend dire que le pouvoir est presque monarchique. Vous savez, le mandarinat existait avant 68. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que certains qui critiquaient le mandarinat, je les ai connus parce que j'ai des cheveux blancs, sont devenus des mandarins à leur tour. Donc voilà, je les connais, ils ont mon âge et je leur dis bonjour. Merci beaucoup, docteur Burelle. On vous laisse retourner à toutes vos consultations et puis je termine cette émission spéciale avec Thierry Rabillet. Merci Sylvain.
Nous retrouverons bien sûr le docteur Burelle dans les jours prochains. On revient, Thierry. Oui, parce que le docteur Burelle, quand même, un élément important de cette émission. Ah ben voilà, oui, parce bien que sûr. les premiers jours, même les premières semaines ont été basées sur la santé. Toutes les questions que se posaient justement nos lecteurs, nos internautes. Et le docteur Burelle, je le remercie au passage d'être revenu en plus ce matin en studio, refaire cette émission spéciale avec nous. Parce que globalement, il a su vulgariser. Il n'a pas inquiété, il n'a pas non plus rassuré outre mesure. Il a dit des choses vraies, des choses très pratiques. Et globalement, et c'est un médecin généraliste, c'est un médecin de ville. Donc c'est quelqu'un qui pratique la santé au quotidien. Au quotidien, oui. Avec des vrais gens qui est confronté aux maladies, aux peurs, aux questions. Et on a vu qu'il a eu un vrai succès sur cette émission, puisque tous les jours, c'était un plaisir de l'avoir au téléphone, puisque globalement, il pouvait répondre à toutes les questions que se posait tout le monde. Nous, les journalistes, mais aussi vous, les lecteurs, les internautes qui étaient présents sur Ligne Ouverte. À nouveau, je vous le redis, si vous nous rejoignez maintenant, c'est une émission spéciale parce que, encore une fois, pas d'échange, pas d'interactivité entre nous aujourd'hui pour des raisons techniques. Mais dès demain mardi, ça revient. La formule habituelle que vous connaissez et que nous aimons faire ensemble, sera à nouveau sur les ondes, avec aussi Radio Sensation et puis la question de Radio Horizon. Thierry, on termine par quelques questions justement sur les coulisses de la façon de traiter l'info pendant ces 55 jours confinés. Comment est-ce qu'on choisit la une de chaque journal quotidien? Cette fameuse phrase choc, ces quelques mots qui doivent à la fois nous informer, mais qui doivent aussi, j'imagine, nous attirer, parce que, disons-le, le journal aussi, il faut qu'il se vende, surtout actuellement d'ailleurs. Ça fait l'objet d'une discussion avec la rédaction en chef. Chaque soir, on fait le point globalement sur les sujets qui ont été lancés, les sujets qui ont été faits, et à la lecture des sujets, on décide du sujet qui, à notre sens, est le plus fort et qui colle plus aux attentes des gens et qui est vraiment dans l'actualité du jour. Donc, alors, ça se fait à plusieurs? Ça fait plusieurs. Avec la rédaction en chef du quotidien, on est globalement 3. On échange aussi avec les chefs de service qui sont basés à Rouen, au Havre, à Évreux, à Dieppe, dans le Pays de Caux, puisque aussi ils ont une vision de l'information de leur territoire à travers le ressenti qu'ils ont dans leur reportage et des échanges qu'ils peuvent avoir aussi avec les interlocuteurs, même si pendant cette période-là, les interlocuteurs, on les a moins vus, il y a eu moins d'échanges. Les échanges ont été faits essentiellement par des outils numériques, des visioconférences, le téléphone a beaucoup fonctionné. Donc on fait un choix, on doit s'arrêter chaque soir sur le sujet qui nous paraît le plus important à mettre en avant afin de donner une information la plus proche des attentes du lecteur. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a un certain nombre de jours où on constate que vous, et comme la presse d'ailleurs en général le fait, vous essayez parfois de trouver des petites formules, un peu jeu de mots, un peu humoristiques. On le constate. Oui, on essaye après tout, c'est toujours délicat. Parfois, c'est pas toujours facile de surfer aussi sur des jeux de mots. Il y a des journaux qui ont habitué leurs lecteurs, l'équipe est un modèle, oui. Qui ont l'habitude de jouer sur les mots. Et justement, il y a un lectorat qui est friand de ce type de jeu de mots. Après, sur une presse quotidienne régionale, on va dire plus classique, voilà, on essaye justement de pas non plus tourner en dérision certains sujets. Bien sûr, je pense au titre qu'on a fait la semaine dernière sur la casse du siècle concernant l'automobile, sur le secteur économique. Voilà un exemple de jeu de mots. Voilà, c'est un jeu de mots parce que c'est une référence cinématographique que connaissent les gens. Voilà. Mais globalement, on n'en fait pas tous les jours à la une de Paris-Normandie parce qu'on essaye d'être factuel, d'avoir des titres très informatifs qui permettent au lecteur, quand il voit le journal dans le kiosque, d'avoir tout de suite le sens de l'information que l'on veut donner. Celles et ceux qui nous suivent peuvent peut-être se poser la question de ce que j'appellerais les canaux de diffusion de l'information. Il y en a 3 chez Paris-Normandie. Il y a ce qu'on appelle ici en jargon de métier le print, c'est-à-dire le journal papier. Il y a toute cette information qui est distillée également sur le web. Vous la retrouvez aussi, ce journal papier, en version numérique. Ah voilà, c'est ça, ça va sur le web. On peut feuilleter le journal aussi. Et puis, il y a également ce que nous faisons ici, c'est-à-dire la web télévision. Alors, print, web et web TV, comment ça s'articule tout ça? Comment se tient la cohérence de l'ensemble? C'est une grande cohésion puisque globalement, c'est un circuit de l'information qui va de la rédaction est bimédia, donc la rédaction est à la fois, elle produit un journal papier. On a vu des journalistes que vous pouvez lire dans les colonnes papier sur ce plateau. Vous avez vu vos complices de l'émission, les habitués de l'émission qui sont Anthony et Thomas Dubois, qui sont des journalistes de la rédaction. On a vu des journalistes comme Céline Brouet, Eleonore Sinoquet, Frédéric Bourguignon venir sur ce plateau alors qu'ils travaillent dans des rédactions locales
ou dans des cellules numériques. Donc c'est une grande famille, c'est une rédaction qui est complètement bimédia, tournée sur tous les canaux de diffusion. Donc ensuite, on articule avec vous, Sylvain, on se disait tous les jours, la veille, le soir, quels seront les invités demain, quel sera le contenu du journal, qu'est-ce que vous prévoyez, est-ce qu'on a échangé nos contacts, on a échangé les numéros de téléphone, les interlocuteurs qui passaient à la fois sur le site internet, dans le papier, pouvaient intervenir aussi sur l'émission en ligne ouverte. Donc on a essayé globalement de mettre en avant entre les lignes de force de notre journal, les lignes d'actualité qui nous paraissaient les plus importantes, de leur donner la meilleure visibilité, un maximum de visibilité. Dernière question, Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience totalement inédite et complètement imprévisible de traitement d'informations de ce coronavirus? Qu'est-ce que sont les choses qui vous restent en tête? Mais ce n'est pas terminé, parce qu'on est toujours, la crise n'est pas terminée. Mais le confinement est terminé. Le confinement est terminé, mais le confinement de la rédaction de Paris Normandie n'est pas terminé. Nous sommes toujours en télétravail. On attend les décisions, les nouvelles mesures qui seront prises à partir du 2 juin. Donc globalement, aujourd'hui, on a encore... Qu'est-ce que vous avez appris comme homme de presse? Moi, j'ai appris surtout... j'ai pas appris des choses, ça n'a pas été la révolution. Moi, j'ai constaté une fois de plus qu'une rédaction, elle est agile, elle est créative et elle est courageuse. On s'aperçoit que lorsqu'il y a une crise majeure, quelle que soit la nature de la crise, on s'aperçoit que les journalistes, pour la plupart, ce sont des gens qui ont envie de donner pour les autres. Donc donner pour les autres, c'est donner pour les lecteurs, donner pour une population de l'information vérifiée, crédible et de l'information transparente. Et on s'est aperçu que les gens, ils se sont tout de suite réadaptés aux nouveaux moyens de communication. On ne pouvait plus se voir en physique, les gens ne venaient plus dans les rédactions, on ne parlait plus autour d'une table, autour d'une machine à café, sur un balcon, dans des couloirs. On a réinventé notre système de communication à travers des visioconférences, des systèmes mis en place par les acteurs du numérique. On a fait beaucoup plus de téléphones, on a échangé, et globalement, il y a une fluidité très vite de nos communications qui s'est faite entre nous pour aboutir tous les jours à un journal qui était produit en temps et en heure. Il n'y a pas eu de retard de production. Donc je retiens surtout ça, l'agilité, la créativité et l'envie de donner de l'information vérifiée, transparente sur le territoire normand. Une rédaction agile, créative, courageuse. Voilà, je retiens ces trois mots Voilà. Que vous venez de Et prononcer. c'est pour ça que j'ai envie de les saluer. J'ai envie de saluer cette rédaction de Paris Normandie qui avait vécu les Gilets jaunes, qui a vécu Lubrizol, donc qui a connu des événements quand même difficiles au cours des 18 derniers mois, des événements un peu inédits, des choses qu'on ne vit pas tous les jours dans une rédaction. Et cette crise du Covid s'est rajoutée. Bien sûr, tous les journalistes de France l'ont connu, toutes les rédactions de France ont dû se réinventer, mais celle de Paris Normandie, dans un contexte aussi particulier pour l'entreprise, a su réagir, a su rester debout, n'a pas quitté le navire. Elle a été présente tous les jours et ça a été un plaisir de pouvoir échanger. La nouveauté aussi, c'est d'échanger avec ces lecteurs-là. Ah oui. Parce que globalement, on sait ce que les lecteurs regardent sur Internet avec les statistiques d'audience qu'on peut suivre en heure, mais de les entendre, de voir les messages sur la page Facebook Et de puis ici pouvoir... aussi, avec Et voilà, nous. ils nous posaient des questions dans votre oreillette, donc on répondait en direct à leurs questions et c'était ça un grand moment aussi d'interactivité. Et ce qu'il faut retenir, le lecteur, il est au centre de tout, le lecteur, on lui doit tout, donc on lui doit la meilleure information. Et ben voilà, belle conclusion. Et puis nous tous ensemble, qui nous retrouvons depuis 46 fois, et puis à partir de demain, mardi, vivons tous ensemble très fort notre région. C'est aussi acheter le journal, c'est aussi feuilleter sur le print, c'est aussi s'abonner. Exactement. C'est important la relation entre un territoire, une région, et puis son journal de presse quotidienne Voilà. régionale. Et puis ça donne du sens à ce qu'on fait aussi. Hein. On a besoin, on s'aperçoit qu'un quotidien régional, il est essentiel, surtout dans des périodes compliquées, complexes, où il faut décrypter l'information. Merci beaucoup Thierry Rabillet, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui en ce lundi, début de semaine, pour cette émission un peu particulière pour des raisons techniques. Mais dès demain, le 26 mai, demain mardi, on se retrouve avec votre formule habituelle. Bonne journée, à demain.